Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier Bake Talk. Nous sommes aujourd'hui au jardin suspendu, actuellement à 27 mètres du sol. Quoi de mieux pour prendre un peu de hauteur sur le sujet du cannabis. Je suis Igor et je serai donc votre guide tout au long de ce talk où 4 personnalités aux chemins différents auront 20 minutes pour vous raconter leurs histoires fascinantes sur le cannabis. Mais avant de commencer, il me semble important de rappeler que le cannabis n'est pas bon pour tout le monde. Le sujet de ce talk est sensible et il n'est pas à laisser entre les oreilles de tout à chacun. Et si je vous dis ça, c'est que je m'y sens un peu obligé. Parce que dans nos jolies lois prohibitives françaises, il y a celle qui stipule l'interdiction de présenter l'usage du cannabis sous un jour favorable. Et elle nous vaut une peine d'emprisonnement 5 fois supérieure à celle de la simple consommation. Ce qui veut dire que théoriquement, je risque plus à me tenir devant vous là, aujourd'hui, et vous dire que je pense que le cannabis peut sauver des millions de vies, plutôt que d'aller m'allumer un joint dans une crèche. Et c'est là toute la difficulté pour nous, activistes, de mener notre combat. Comment ouvrir le débat si nous ne pouvons pas exprimer une opinion favorable? Alors, pour nous éviter de faire tous un petit tour en prison, j'ai trouvé une astuce. Et je vous présente ce talk comme une création artistique de ma part. Et rassurez-vous, j'ai toute la légitimité de le faire, car avant d'ouvrir le Media Bake et de défendre le cannabis à plein temps, je suis directeur artistique. Ma spécialité, c'est de prendre une marque, un produit, un service, et lui donner une nouvelle image, par un plus beau logo, un meilleur site, ou un service novateur. Et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire avec le cannabis, changer la perception qu'en ont les autres. Et c'est pour cela que nous sommes là tous aujourd'hui. En étudiant le cannabis, je me suis intéressé à la période où tout a basculé. Nous avons décidé de le diaboliser pour comprendre comment nous en étions arrivés là. Parce que je vous avoue que j'en ai un peu marre de regarder la télé et de voir des gens en parler comme s'ils étaient des experts alors qu'ils n'en ont jamais fumé. Pour vous donner un exemple récent, dans Touche pas à mon poste, une chroniqueuse a dit devant l'addictologue William Lowenstein, je cite, « On sait que l'alcool ne cause pas de dommages au cerveau, contrairement au cannabis. » Scientifiquement, cette phrase, elle est totalement fausse, d'accord? Le problème, c'est que dans ce genre de débat, la science n'a pas vraiment son mot à dire. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est plutôt un combat d'ignorance, un combat d'image. Parlons de la prohibition. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'essaie de le résumer en seulement quelques lignes. Ce que vous devez retenir de la prohibition, c'est que c'est une guerre raciale. Aux États-Unis, ce sont principalement les Mexicains et les jazzmen noirs qui en consommaient. Mais dans les années 30, disons qu'on ne met pas vraiment à laver la couleur avec le blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a un homme pour qui l'idée que de jeunes blanches puissent être attirées par le cannabis des Mexicains et des Noirs est totalement insupportable. Cet homme, à qui l'on doit aujourd'hui le déchirement des familles pour un simple joint, l'emprisonnement des populations les plus vulnérables, ou encore cette hypocrisie anti-scientifique, c'est Harry Anslinger. Et il a réussi, à coup de mensonges d'État auprès des commissions et de la population, à créer une véritable paranoïa généralisée. Comment il s'y est pris? Il a commencé par commander 30 études scientifiques pour essayer de démontrer que le cannabis était dangereux pour les consommateurs. Et sur ces 30 études, 29 lui reviennent négatives, mais une positive. Évidemment, payée à coup de pot de vin. Il se base donc sur 7 études pour avancer dans ses nouvelles idées. Et il fait appel à son ami de toujours, William Randolph Hearst, ouvertement raciste, et qui est propriétaire d'un journal populaire, de Hearst. Et à eux deux, ils vont matraquer des unes sordides liées au cannabis pour effrayer la population. Et ça marche. Ça marche à tel point qu'Anslinger obtient du gouvernement, en 1937, le Marijuana Tax Act, qui décourage quiconque de continuer d'en produire, vu les lourdes taxes qui pèsent sur eux. Et malgré d'innombrables voix scientifiques qui s'élèvent pour prouver qu'Anslinger ment, il est déjà trop tard. La peur s'est emparée des États-Unis. S'en sont suivis des films prohibitionnistes dans lesquels nous voyons de jeunes blancs devenir fous, agressifs, violents et même sexuellement actifs. Attention. Et c'est probablement l'image que s'en font encore les gens aujourd'hui. Je vous invite vraiment à regarder ces films, ils sont en intégralité sur YouTube, car si vous êtes consommateur de cannabis, ils sont risibles. Mais si vous ne l'êtes pas, ils semblent presque crédibles. Puis je me suis fait cette réflexion. Si Anslinger avait réussi aussi facilement dans ce sens, ne pourrions-nous pas le faire dans l'autre?
Alors certes, je n'ai pas les contacts haut placés d'Anslinger, ni son argent. Mais j'ai un outil qu'il n'a jamais vu de son vivant. Un outil dont même les canactivistes les plus acharnés n'ont pas pu servir. Eux qui se sont égosillés, qui ont manifesté et qui ont même été emprisonnés, mais qui n'ont pas réussi à faire changer les mentalités. Eh bien cet outil, c'est ça. Et grâce à ça, il est très difficile aujourd'hui de cacher un mensonge auprès d'une population. Avec ça, je peux exprimer une vérité, une expérience, une opinion, sans devoir passer par un média traditionnel. Et je suis persuadé que si Anslinger connaissait Instagram en 1930, il aurait perdu son combat. Alors, j'ai créé Bake, un média Instagram informatif et graphique pour essayer de décrédibiliser la prohibition. Je suis extrêmement vigilant quant à mes dires, car il est de ma responsabilité de ne jamais inciter à la consommation. Ce que je fais, c'est simplement créer du contenu. Un contenu agréable à l'œil, dans l'espoir que l'information se propage d'elle-même. Et c'est grâce à mon téléphone que j'ai pu rencontrer les talkers d'aujourd'hui. Je dois vous avouer un autre truc, c'est que avant de lancer Bake, moi aussi je faisais partie du clan des ignorants. Les termes CBD, THC, Indica, Sativa étaient très flous pour moi, et j'ai pas honte de le dire. Mais j'ai visionné, j'ai recherché, j'ai étudié et j'ai surtout lu. Et parmi mes lectures, il y a un livre qui m'a permis de me mettre à jour très rapidement. Et ce livre, c'est celui-ci. Alors certes, ce n'est pas le plus beau graphiquement, mais vous savez qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, comme on ne juge pas le cannabis à des articles de presse. Et j'ai rencontré son auteur lors d'une réunion de canactivistes secrètes dans une bibliothèque, et je me suis dit que s'il y avait bien une personne qui détenait tout le savoir pour mettre fin à cette prohibition, c'était bien lui. Il a passé 20 ans de sa vie à étudier le cannabis, mais je ne lui ai laissé que 20 minutes pour son talk. Je vous demande d'accueillir notre premier intervenant aujourd'hui, Alexis Channeau. Bonjour. Bonjour à tous, bon après-midi, bon dimanche. Eh bien moi, je suis venu historien du chanvre, tout simplement m'enseignant, je voulais savoir ce que c'était que cette drogue, entre guillemets. Donc on s'aperçoit qu'effectivement c'est la moins dangereuse des drogues, surtout par rapport à l'alcool. Sur l'échelle des valeurs, il y a bien un rapport qui a été fait en l'an 2000 par Rock et Kouchner, qui montre que tout est dans le vert pour le chanvre. Ce ne sont qu'un malentendu organisé par certains lobbies, notamment celui de l'alcool, je pense malheureusement, celui des médicaments bien sûr, qui vont nous fourguer toutes sortes de cochonneries, qui avec le temps s'avèrent effectivement toxiques. Et donc j'ai aussi une nouvelle couverture pour faire, voilà, parce que j'ai rajouté les applications qui sont donc, les applications du chanvre sont uniques au monde. C'est-à-dire que c'est l'histoire du papier avec le lin, l'histoire donc des cordes de marine qui ont servi à faire, à organiser les grandes découvertes, les grandes explorations. C'est l'histoire de... Attendez, je vais reprendre pas à pas. Donc le chanvre produit donc d'excellentes graines alimentaires et de l'huile de chanvre qui se trouve être la meilleure des huiles à tous les niveaux, que ce soit donc cosmétique, même au niveau du carburant. Saviez-vous qu'on peut mettre de l'huile de chanvre dans un tracteur au-dessus de 15 degrés, il va rouler le tracteur. C'est du diesel végétal. Et Rudolf Diesel préconisait les huiles végétales au même niveau que les huiles pétrolières. Ce qui veut dire que ce sont des choix politiques qui ont favorisé le pétrole. Et ça marche encore, ouais. Et tous ces choix politiques ont voulu diaboliser le chanvre, le cannabis, car c'était le concurrent direct donc du papier, du textile. Et avec l'arrivée avec les connaissances modernes qu'on a en sciences maintenant, on s'aperçoit que c'est quand même une plante extraordinaire pour faire des constructions viables qui ne polluent pas, parce que le chanvre pousse sans pesticides. Et donc on fait aussi de l'isolation. Moi j'ai fait voter des combles isolés en chanvre par mon syndic, parce qu'il s'avère que ce n'est pas toxique, contrairement à la laine de verre qui s'incruste dans les yeux, dans les poumons et tout ça. Donc en isolation, c'est clair que c'est la meilleure solution biosourcée, et avec toutes les prérogatives liées aux nouvelles exigences biologiques par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, il est clair que le chanvre, le cannabis, sativa, est la meilleure plante au monde pour nous aider à combattre les problèmes que nous avons actuellement. Donc j'en oublie certainement. Il y a donc aussi en bioplastique, le bioplastique de chanvre.
se fait donc à partir des tiges. En fait, le plus intéressant dans le cannabis, nous avons les têtes et les fleurs pour la récréation et le thérapeutique. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est les tiges qui, depuis Mathusalem, servent par exemple aux plombiers. Les plombiers, moi j'ai un plombier, il m'a dit que ce que je vous mets pour rafistoler votre arrivée d'eau, il y avait une fuite d'eau. Il m'a dit, je vous mets quoi, du téflon ou de la filasse? Donc vous allez chez Castorama, vous allez trouver de la filasse. C'est pas vraiment marqué chanvre derrière, ça peut être marqué derrière en tout petit. Mais depuis l'aube de la plomberie, c'est-à-dire, c'est juste un exemple, hein, depuis 2500 ans, voire plus, toutes les fuites d'eau sont colmatées avec du chanvre, du cannabis, avec les tiges de chanvre, parce que la tige se sépare en deux. On a d'une part la filasse et de l'autre côté la chènevotte. La chènevotte, c'est le cœur boisé du chanvre qui sert donc à faire des constructions comme des briques de chanvre. Et donc maintenant, il y a par exemple le centre, le pôle emploi de Romorantin, les murs sont en chanvre. À Versailles, on refait les vieux torchis des vieilles maisons historiques avec du chanvre. C'est le meilleur moyen d'arriver au même résultat. Et donc je vais peut-être oublier encore quelque chose. Ah oui, concernant la médecine, ça, j'en parlerai pas parce que je laisse à tous les autres. Dans tous les débats, on parle du chanvre thérapeutique, médicinal. Mais moi, je m'occupe de tout ce qu'on oublie de parler dans les débats, c'est-à-dire son utilisation idéale pour la construction, l'isolation, en alimentation aussi, bien sûr, parce qu'on déforeste l'Amazonie pour McDonald's, pour leur permettre de faire des steaks hachés à la chaîne. C'est horrible. Alors que la graine de chanvre, je vous garantis qu'elle est bien meilleure au niveau des protéines végétales, donc, et aussi des vitamines, etc. Et ce n'est plus la peine d'apporter du soja transgénique qui pousse aux pesticides, vu qu'en France, localement, nous avons la graine de chanvre qui peut pallier à tous ces problèmes d'alimentation, de mauvaise alimentation. Ensuite, je retourne sur le bioplastique, parce qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies d'imprimante 3D, il s'avère que le chanvre procure un filament bioplastique bien meilleur et biodégradable que ce qu'on nous propose en plastique, bien sûr. Alors, historiquement, on parle de Jeanne d'Arc, par exemple, tous les conservateurs, voire les fascistes, Le Pen fait l'apologie de Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc ne lui appartient pas, parce que Jeanne d'Arc filait le chanvre, d'après les plus grands historiens, Michaud, et j'ai retrouvé l'acte de vente de la maison de Jeanne d'Arc, acheté par le père de Jeanne d'Arc, qui comprenait des chenevières, c'est marqué dans l'acte. Parce que dans les Vosges, on ne faisait pas trop de lin, ça dépendait des régions, mais je vous assure que le chanvre, le cannabis, tel qu'il est considéré aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà de 0,2%, on considère comme du cannabis, mais avant, depuis vraiment les Gaulois, hein, on faisait du chanvre sans contrôle de THC, on ne savait pas ce que c'était que le THC. Donc, sous nos latitudes, moi ce que je défends, c'est que sous nos latitudes, le chanvre faisait entre 1% et 5% maximum de THC. Donc c'était pas vraiment fumable. Hein. Donc actuellement, ce chanvre-là est interdit. On aura le droit bientôt de pouvoir acheter du cannabis à 20% partout. Ça sera légalisé, tôt ou tard, je l'espère. Mais on n'aura toujours pas le droit de faire pousser du chanvre comme nos arrière-grands-parents. J'ai découvert comme ça, avec mes recherches, que mon arrière-arrière-grand-parent était tisserand. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de vos ancêtres qui étaient tisserands, qui travaillaient les toiles. Avant, les toiles, d'après l'Académie française, c'était en lin ou en chanvre. Un sac, c'était en chanvre, avec des coutures en chanvre. Dans tous les dictionnaires de l'Académie française, avant 1939, parce que quand les Américains ont gagné la guerre, ils ont vendu les filatures de chanvre aux Chinois, ils ont éradiqué le chanvre pour nous vendre le pétrole et le nylon qui venaient d'arriver, avec l'appui de la littérature de Hans Klinger, dont tu parlais tout à l'heure, qui était associé à Dupont-Nemours. Et Dupont-Nemours a le brevet du nylon, du zyklon B, du téflon qui remplace le chanvre en plomberie. Donc on voit bien que c'est un complot industriel ordinaire. Parce que souvent on nous accuse d'être complotistes. Mais pas du tout, c'est un complot industriel qui revient à tous les jours, avec Nissan, la CETA, je sais pas, toutes sortes de contrats internationaux, les lobbies, tout ça. Donc moi je suis là pour absolument dédramatiser l'image qu'on se fait du chanvre, qui était effectivement un facteur essentiel de l'imprimerie. Au temps de Gutenberg, on imprimait sur des papiers de chanvre. Toutes les Bibles sont imprimées sur du papier de chanvre, de cannabis, spécifiquement. C'est du papier très fin qu'on retrouve dans la construction, quand on fait du papier de cigarette, c'est du papier très très fin.
Et souvent, c'est du papier de chanvre, hein, parce qu'on ne peut pas faire... le chanvre n'a pas de concurrent naturel aussi efficace que le coton, tout ça. Enfin, le coton, donc, le coton, la culture du coton, c'est un fléau. Le pétrole, pareil. Et tout ça peut être remplacé par le chanvre. Donc moi, je lance un appel. Je sais qu'il restera peut-être 20, mais au moins, j'aurais contribué à lancer un message d'espoir et une solution viable pour tous. Voilà. Bon, je passe la parole au suivant, peut-être que ça passe. Notre prochain intervenant, je ne sais pas s'il a conscience à quel point son art influence aujourd'hui notre génération. Il a fait de l'humour sa meilleure arme pour défendre le cannabis. Il a lancé une émission qui s'appelle Les Fonce D, où il invite des personnalités de l'humour à venir s'amuser avec lui. Il a créé une nouvelle émission sur YouTube qui s'appelle « J'irai fumer chez vous », en référence à « J'irai dormir chez vous », évidemment, où il part à la rencontre de personnes lambda, comme vous et moi, qui ont un métier fascinant pour partager sa passion. Et évidemment, son spectacle le plus connu s'est passé au Canada, où Monsieur Noman Osni s'est permis de faire un spectacle tout entier, complètement foncé, et où il a partagé des gens avec toute la salle. Alors ça, si c'est pas de l'altruisme, je sais pas quoi vous dire. J'aurais vraiment aimé être là à ce moment-là, et on espère que nous verrons ça un jour en France. Hein? On espère. C'est un homme au grand cœur. D'accord. Il m'a invité à boire un café un jour, personne ne me connaissait, et pourtant il m'a écouté. On a passé du temps ensemble, et c'est la première personnalité publique à m'avoir soutenu. Je l'en remercie infiniment pour ça, et d'être venu aujourd'hui malgré son agenda overbooké. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Noman Osni. Merci, madame. Merci. Je pense qu'on a écouté, on nous cache beaucoup de choses. Le chanvre rend immortel. Okay. Écoutez, je suis hyper ravi d'être invité. Moi, je faisais que de l'humour à la base. J'ai pas du tout l'impression, en ce qui me concerne, que je fais un truc illégal. Vraiment pas. Je me souviens que mon père, je sais pas s'il m'a influencé ou quoi, mais donc mon père a des origines islamiques. D'ailleurs, il faut savoir que les premières pages du Coran ont été imprimées sur du chanvre, pas que la Bible. Non, j'en sais rien en fait, pas du tout. Mais le premier truc qu'il m'a dit en arrivant en France, et ça m'a choqué parce que j'étais déjà ado quand il m'a dit ça, et je savais pas ça sur lui. Il fait: tu sais ce que j'ai fait la première chose en arrivant en France? Je dis non. Et j'ai commandé un jambon beurre. C'était délicieux. Et je me dis putain, en fait il a des couilles. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... Quand mon père commande du jambon, moi j'en mange pas, mon père en mange, et que c'est des rebeux qui le servent, je vois tout de suite une sorte de regard un peu chelou sur lui. Et du coup, avec mon père, quand je suis devenu 17-18 ans, on a commencé à prendre des cuites ensemble. Bien chargé au whisky, j'aime beaucoup l'alcool également. Je me suis toujours dit, il faudrait peut-être que je fume avec mon père. Mon père, il fume pas de cannabis. Il y a quand même un truc qui me retient, c'est pas l'interdit, c'est que j'ai peur. Parce que mon père, c'est un peu Jean Gabin dans ma tête. Tu sais, il résiste à l'alcool. Quand je me prends des cuites avec mon père, il tient le coup, quoi. Et j'ai peur qu'en lui filant un joint, j'ai pas envie de voir mon père faire « Putain, je sens mon cœur qui va là. » Non mais je te jure, mon cœur s'accélère, j'ai pas envie de voir mon père faire ça. Il y a aussi un autre délire dont j'ai beaucoup parlé, c'est qu'en tant que rebeu, quand tu fumes des joints, c'est vrai qu'il y a cette image de, t'as vu, on fume des ouinges, on galère, t'as vu, on galère, c'est pour ça on fume des ouinges, tout le temps on galère, on fume des ouinges. Mais dès que t'es blond et que tu fumes des joints, ça fait tout de suite, ouais, j'adore la philosophie, ouais, tout ce qui est peinture, philo, c'est un délire. Et ça me casse les couilles. La plupart des gens qui sont contre le cannabis ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que les plus grands artistes, ils se droguaient à tout. Hein. Je veux dire, c'est sûr que Baudelaire n'a pas écrit Les Fleurs du Mal à jeun, qui a été parti en couille. Van Gogh, je sais pas ce qu'il prenait, mais le mec, son tableau le plus connu, il s'est coupé l'oreille. Il s'est mis, alors il n'est pas parti à l'hôpital tout de suite, hein, il s'est mis une espèce de sparadrap lui-même, qu'il a fait lui-même là, autour de l'oreille. Ça devait saigner, et là, lui, il voulait faire un selfie, mais il est dans le futur, il savait pas qu'il n'y avait pas encore de téléphone, il dit « Oh, gouache, amène-moi de la gouache », il s'est peint, et seulement après, il est à l'hôpital. Ce qui me fait chier dans le truc des artistes, c'est qu'on parle toujours des artistes maudits, en termes de drogue, de cannabis, etc. Mais Victor Hugo, on parle pas de ça, mais Victor Hugo, gros défoncé. Ah, gros, politicien, auteur, gros défoncé. Je trouve dommage qu'on parle à Théophile Gautier, gros défoncé, les gars. D'accord ? Tous ces gens-là, c'est des...
Alors, je sais pas si ça aide, je suis en roue libre, je vous dis, je sais pas si ça aide vraiment de fumer pour la créativité. Je sais pas si ça n'aide pas non plus. Moi, ma théorie, c'est que juste ça me rend heureux en fait. Et je vois pas pourquoi on me retirerait ce plaisir de kiffer, quoi. Je pense qu'il y en a pas mal dans la salle. D'ailleurs, c'est un peu con parce que j'imagine qu'il y a personne qui est contre le cannabis ici. C'est pas un vrai débat, tu vois. Il n'y a pas un mec qui va me dire « Non, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis là !» J'ai l'impression qu'on est tous d'accord. C'est comme les débats contre le racisme. Tu sais, il n'y a jamais un mec qui dit « Non, il n'y a pas de débat, t'es contre... » Il n'y a jamais un mec dans un débat contre le racisme qui dit « Si, moi je suis raciste. » Voilà. À moins qu'il y ait des gens là qui ont vraiment un argument contre le cannabis. Je faisais souvent ça quand j'ai commencé le spectacle. D'ailleurs, petite info comme ça. Quand j'ai commencé à parler de cannabis sur scène, ça prenait que 5 minutes du spectacle. Et à chaque fois, les producteurs, etc., avant j'étais produit, puis maintenant je suis en indépendant total et c'est beaucoup mieux, ils me disaient peut-être faudrait retirer la partie où tu parles de cannabis. On va perdre des clients, on va perdre des clients, faudrait peut-être enlever cette partie-là. Je trouve ça ouf qu'on veuille... On est d'accord que la scène, déjà, c'est le dernier espace de liberté d'expression. Maintenant, on a les réseaux sociaux, c'est quand même génial, ce truc des réseaux sociaux. Souvent, quand je montais sur scène, au début, je demandais aux gens pour les rassurer. Je disais, voilà, on va parler de cannabis, tout va bien. Et je demandais toujours, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des arguments contre? Il n'y a aucun argument. Et pourtant, je ne suis pas un scientifique, hein, auquel j'ai pas pu répondre, de manière complètement logique. Voilà, donc j'imagine que personne n'a un argument complètement ouf, ou qu'on lui a déjà dit un argument, il ne savait pas quoi répondre. Il n'y a aucune raison de ne pas légaliser le cannabis. Ce que je peux vous dire, c'est que, oui, le problème des banlieues, eh ben, ils font un vrai business légal. c'est toujours en mode, tous les gens que je connais qui dealent, ils attendent que la légalisation, hein. Ils veulent être legit, tu vois, ils veulent tous être legit, c'est le truc qui veut... Tu as un argument? Bah ouais, qu'on soit tranquille. Il y a un truc quand même sur le cannabis qui est assez ouf. Je sais pas si on en a déjà bouffé, des edibles. Putain. Alors, là où j'ai été impressionné, et là tu te rends bien compte qu'il y a une prohibition en France. Pour ceux qui ont déjà été à Los Angeles ces derniers mois, il y a des panneaux publicitaires, des 4x3, hein. C'est des trucs comme tu as dans le métro, avec livraison à domicile en 30 minutes, comme Pizza Hut. Et je me dis, c'est un truc de ouf. C'est pour m'amuser aux States, Venice Beach, je vais voir les Condés, et je fais le touriste, hein, je fais « Excuse me, I don't know, do you know where I can buy weed? » Et les mecs, ils ont rigolé, ils font « right around the corner » et je trouve ça ouf, franchement, je trouve ça ouf. Et je me souviens, déjà quand tu arrives là-bas, c'est l'Apple Store, hein, tu arrives dans les boutiques, t'as une nana polo rouge qui a un iPad qui fait « Qu'est-ce que vous voulez? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez réfléchir, dormir, machin ?» Et du coup, je fume ma weed pendant tout mon séjour à LA, et le dernier jour, je me dis, avant de prendre l'avion, il faut que je me mette ma race vénère. Et la nana, elle fait edibles. Edibles, c'est des petits bonbons là. Enfin, c'est plein de trucs, mais c'est des petits bonbons, tu les bouffes et tu pars en couille, ok? Tu pars en couille, c'est pas un petit peu, c'est tu pars en couille. Et elle me dit, est-ce que vous avez l'habitude? Et moi, ouais, j'ai l'habitude, je connais bien, ouais, t'inquiète. Elle fait, ok, c'est vendu par paire, tu n'en prends qu'un seul. J'attends le dernier moment, parce que je lui dis j'ai besoin de ça pour l'avion, quoi. J'ai un vol de 11 heures, mets-moi tranquille, quoi. Et juste avant de passer les tapis roulants là, avec le sac, je prends un des bonbons et je lui avais demandé un truc qui me fait réfléchir. J'ai dit moi je veux me poser dans l'avion et écrire plein de vannes, c'est ça le truc que je veux. Écoute, juste avant de passer les trucs, j'en prends un, on attend, petite bière avec ma femme et tout, et là je sens que ça monte, je fais putain chérie c'est un truc de ouf, je sors l'ordi, je commence à gratter, je fais ce truc est une tuerie. Et je fais c'est dommage de jeter l'autre bonbon avant de passer les tourniquets. Je dis allez, je prends le deuxième. On fait tous la connerie un jour. Hein. Moi je l'ai fait plein de fois cette connerie. Plein de fois j'ai fait trop quoi. Je prends le deuxième. Et là quand tu passes les tourniquets, les machins, déjà je sens que j'ai un peu pris trop long. Là ça monte. Et c'est que le premier qui est en train de monter et je sens que ça va trop loin. Et je me dis putain il y a le deuxième qui va arriver là. Et je vois partout, quand tu pars de LA, tu vois partout, attention, cannabis, non, attention, t'as des trucs barrés, vous n'avez pas le droit de passer avec du cannabis, c'est une tuerie. Et là, c'est en train de monter, et je vois les mecs avec les chiens qui passent à côté de la file comme ça. Et là, je dis à ma femme, est-ce que je sens la bœuf? Tu plaisantes ou quoi? Mais tu sens la weed à plein nez, quoi. Et là, je commence à flipper parce que je pense que je suis une mule, tu sais, je l'ai bouffé, mais je me dis, est-ce que c'est que comme quand tu te le rentres dans le cul, tu sais, je commence à devenir ouf, le chien, il arrive à côté de moi. Sir, on the side, please. Et là, la panique totale.
Et moi, je suis en panique à fond, etc. Je reviens vers ma meuf, le mec me laisse repartir, je reviens vers ma meuf, et putain, t'as trop bien géré. En fait, j'étais en panique dans ma tête, mais mon corps était foncé, donc moi, en fait, mon corps, il dit, ça va le chien. J'étais en mode hyper chill, en fait. On prend l'avion. Bon, autant vous dire qu'avant de prendre l'avion, j'étais sûr que j'allais mourir. Et ça, c'est pour la plupart des gens qui prennent ça. Maintenant, c'est comme un train fantôme, tu vois. Je sais qu'en le prenant, en prenant un edibles, je sais que je vais avoir peur, mais je kiffe. Okay. C'est très chelou, ça me fait partir loin. C'est comme un train fantôme, tu sais que ça va s'arrêter à un moment donné. Mais à un moment, je suis sûr que je vais clamser. Et je dis à ma meuf, parce que souvent j'ai des idées quand je suis foncé, et j'arrive pas à les noter, je suis trop loin. Et là, je suis vraiment loin, et je me souviens, lui, elle a écrit, je lui ai dit, et note, si jamais l'avion se crache, donc t'as ma meuf qui me regarde comme ça, oui, et que je dors, réveille-moi, parce que si c'est le dernier spectacle de ma vie, je veux le voir, ok? On rentre dans l'avion, je sais pas comment, moi je pense que l'avion est en retard de 2 heures, je pense que le raid va venir m'intercepter. Je pense qu'ils sont là pour m'arrêter, c'est pour ça qu'ils ont retardé l'avion. On rentre dans l'avion, je sais pas, je tremble, je passe l'avion comme ça, je donne le ticket comme ça à la meuf. Elle nous met à notre place, je me pose et je dis à ma meuf, tu ne dors surtout pas. Ne dors pas parce que putain, si tu dors, je vais pas te triper, ne dors pas. L'avion va décoller, là je suis sûr qu'on va mourir au décollage. Mais tu sais ce que c'est qu'être sûr que tu vas mourir? C'est très chelou. Et là je ferme les yeux, je me dis attends que ça décolle. Au moment où je sens qu'on est dans les airs, j'ouvre les yeux et je dis à ma meuf, ça va mieux. Viens, on se met un film. Ma meuf elle me regarde, non mais tu te fous de ma gueule? On va atterrir dans une demi-heure, t'as dormi tout le vol. J'ai putain, je kiffe vraiment la weed. J'ai toujours eu de la chance, je me suis jamais fait arrêter par les condés pour la bœuf. Je pense que si jamais je me fais arrêter, en fait je me cache pas quoi. Vous avez bien vu, pour ceux qui connaissent un peu ce que je fais, je me cache pas du tout. Il y a un truc qui est assez cool, c'est que par les réactions que j'ai par rapport au programme que j'envoie, il y en a beaucoup qui me disent c'est du tabac qui fume, enfin bref quoi. Non, c'est pas du tout du tabac. Sur Histoire de Weed, ça m'a coûté 700 € en bœuf pour distribuer à tout le monde. Je suis le seul à faire des spectacles où je perds de la thune. Sur J'irai fumer chez vous, je pense que je vais faire un TV parce qu'il y a des mecs qui font hey, mais viens en Guadeloupe, viens me voir. Je fais ouais, je veux bien, mais c'est un peu compliqué quand même. Tu te rends compte que c'est pas la télé qui me paye, c'est personne. Facebook, YouTube, Facebook, ça. Alors c'est marrant cette démonétisation. Je me demande si en partant vivre, parce que là je te dis, hein, à Los Angeles, je me dis que c'est légal. Je te jure, j'ai l'impression d'être homosexuel en Arabie Saoudite en France. C'est un vrai délire. Je me dis, il y a un pays où c'est bon quoi. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est-à-dire qu'il y a un pays où ce que je fais tous les jours, ce n'est pas être un délinquant. Ouais, c'est sûr que j'ai envie de me casser. Bon après, il y a d'autres choses. Hein. Il y a le soleil, la plage, la weed. Qu'est-ce qu'on fout là quoi? À présent, comme quelqu'un qui a vraiment préparé son intervention, je vais répondre à des questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, je vais inventer des questions que vous allez me poser et je vais répondre aux questions. Toi, t'as une tête à avoir des questions parce que t'as pris une pause de 4e de couverture. Vraiment, l'écrivain à la fin des bouquins. Any questions? Non, pas encore. J'irai fumer chez vous avec un condé. Et alors ça me fait marrer parce que donc il y a un collectif qui s'appelle Police contre la prohibition. Vous les connaissez peut-être sur Twitter, etc. Ils m'ont écrit aujourd'hui pour vous dire j'ai reçu un message ce matin et ils ont relayé en fait la vidéo et là il y a plein de cons des cons parce qu'il y en a des cons, hein, mais des sympas et il y en a des cons. Ils se sont fait une ligue pour retrouver le mec. Alors ça m'a fait penser parce qu'on a pris les précautions, on sait jamais peut-être qu'il va se faire retrouver, mais je me suis déjà fait choper par la douane avec de la weed qu'ils n'ont pas trouvé. Et c'est vrai que je suis taquin. C'est vrai que ça m'est jamais arrivé. En fait, j'ai fait la technique. Peut-être, je pense que tout le monde connaît les techniques ici, mais donc j'avais pris le Tahiti douche. Vous connaissez la technique du Tahiti douche? Tu mets la bœuf dans une capote, etc. Et tu mets dans le Tahiti douche et tu refermes. Et dans la trousse de toilette, dans la coffre de la bagnole. Donc les douaniers m'arrêtent, etc. Ils ouvrent le coffre et moi je parle aux douaniers normal, genre tout va bien. Non, parce que là, et je vois dans ma vision latérale qu'ils sont en train de regarder dans mes affaires de toilette. Est-ce que tu sais le sang-froid et l'aplomb qu'il faut pour faire comme si tu voyais pas ce qui se passait? Tu dis non mais attends, ouais, bien sûr quoi, non, parce que je suis prof de sport, fitness toujours. Et
Mais en vrai, j'avais trop envie de leur dire « Ouais, tu brûles, non, t'es pas... Ouais, tu pas... » Ouais, donc pour l'instant, aucun problème. Je m'attends toujours à ce qu'il y ait un guet-apens un jour, mais en vrai, je pense que j'ai tout fait pour que si un jour ça arrive, ça me serve. C'est-à-dire que je vais en faire un maximum de publicité de ce coup-là. Sur Histoire de Weed, parce qu'il y a plein de gens qui me disaient « Ouais, mais il a fait Histoire de Weed, mais à Montréal, c'était légal. » Alors je vous explique, on l'a fait le jour de la légalisation, dans une boîte, en fait c'était une espèce de discothèque, le Belmont, qui fait plutôt des concerts que des spectacles. Et donc s'il y a des débits d'alcool, tu n'as même pas le droit de fumer de clope là-dedans. D'accord ? Donc quand j'ai dit au propriétaire du Belmont, voilà, on va fumer, il pensait qu'il n'y avait que moi qui allait fumer sur scène, parce qu'il recevait le Wu-Tang Clan genre 2 jours après la salle, faut fumer. Mais quand je lui ai dit on va distribuer à toute la salle des joints, il a fait non, on va fermer, en plus il va y avoir la brigade, non mais tu vas te faire arrêter, tu remettras plus jamais la pied au Canada, mais t'es malade ou quoi? Et donc moi je suis en panique. Et je lui dis toi t'es protégé, on a dit, comme ça on est monté sur scène en disant le propriétaire n'est pas au courant, comme ça le dédouane, mais on nous a dit clairement tu vas te faire arrêter. C'est-à-dire que moi, avant de monter sur scène, j'ai pas envie de fumer mon pote. Je suis en panique, sauf qu'on a 150 joints roulés en face de moi, d'accord? On va distribuer, et je me rappelle très bien, je suis dans la loge, en panique, mais vraiment la panique, je suis là, putain. Et je vois 150 joints en face de moi, je fais, tu sais quoi, juste deux tafs. Bon, autant dire qu'on a fumé 4 joints avant de monter sur scène, avec l'équipe technique, etc. Et je me souviens qu'à la première taf que j'ai fumé, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, vous savez quoi, ça va super bien se passer. J'étais décontracté, et j'ai dit, si jamais vous avez tous des cartes vierges, si jamais les flics viennent et qu'ils veulent reprendre les bandes, vous leur donnez les vierges, vous dites que vous avez tout effacé, et s'ils m'enferment, vous mettez tout sur YouTube, on en a rien à foutre. Donc je me dis voilà, au pire c'est ce qui peut se passer, mais ouais, je prends mes précautions, quoi. Je fais vraiment attention, c'est toujours... je fais attention, ouais. Tu sais, quelqu'un sait c'est combien le maximum de grammes que tu peux avoir sur toi sans risquer trop? Ouais, en France 5 grammes. En dessous de 5 grammes, on est tranquille. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai, ça dépend des flics. En fait, la plupart du temps, moi j'ai été... Alors moi, je vous donne un conseil, marrez-vous avec les flics, ils vont être super cool. De toute façon, tu le sens tout de suite quand le flic il est pas cool, c'est à la manière qu'il a de t'arrêter dans la voix. Il était tout... Tu sais, ils ont cet accent-là, ça c'est déjà c'est relou, quoi. Écoute, je suis très content d'avoir écouté notre ami qui fait ce bouquin, Alexis, parce que je sais pas ce qu'il dit entièrement vrai, mais ça voudrait dire qu'on peut arrêter de produire tout et rien, quoi. Faisons que du cannabis toute notre vie, et on peut bouffer, vivre... Oh, la société de ouf, quoi. On vivrait tous à poil. D'ailleurs, je cherche un naturiste pour faire un j'irai fumer chez vous. C'est la première fois que je vais fumer... je vais flouter la teub à la place de la gueule, mais... voilà, est-ce qu'un petit mot de la fin? Je suis désolé, je vais pas rester longtemps, je vais rester je sais pas quelle heure il est, je dois vraiment me barrer à 15h30, comme je t'ai dit. Et 15h05, je vais rester encore une bien bonne minute avec vous. Mais là, je vais arrêter. Je vais peut-être finir par 2-3 conneries. Vous voulez encore une petite anecdote sur la bœuf, un truc? Ouais, ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une vraie défonce sur scène? Pour tous ceux qui ont vu les spectacles, c'est dans aucun spectacle. Je vous raconte un truc du cœur là, ok? Pareil, edibles. Ça, c'est vraiment des trucs dangereux. J'ai découvert des nanas sur Paris qui font des cookies à la weed. Et j'adorais manger leurs cookies. Un cookie avant de monter sur scène, ça m'envoyait, c'était parfait. Un jour, la meuf vient, elle me fait je devrais pas te les vendre ceux-là, parce qu'ils sont hyper chargés. Moi, je fais tu me fais plaisir là, parce que je t'en prends le double. Et donc, vraiment bien, quoi. Je sais pas, on était peut-être à 200 mg par cookie, tu vois, c'était un truc vénère, quoi. Et je prends le premier cookie. Alors, ils sont super bien emballés. Je mange le premier cookie. Et là, en FaceTime, j'ai une copine des États-Unis qui m'appelle. Et là, je veux lui montrer le cookie, comment il est emballé. Alors, ils ont emballé ça dans des feuilles du dictionnaire avec un truc à la cire, etc. Donc, je déballe avec le FaceTime pour lui montrer comment il est emballé. Et là, j'ai la petite fonce d'âle qui commence à arriver et j'ai rien à manger chez moi à part ce cookie qui est déjà défait. Il devait être 17h. Je suis sur scène à 21h. Je mange le deuxième cookie. Je commence à être bien. Je prends... Écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai pris des champis, j'ai pris plein de trucs. Jamais de ma vie, j'ai eu des hallucinations pour de vrai. C'est que de la weed. Je suis dans le métro, d'accord, arrêt Boulogne-Jean Jaurès. Et là, tout d'un coup,
le quai du métro, il commence à faire ça. Et là, il y avait un petit panneau publicitaire, je m'accroche au panneau publicitaire et je suis vraiment là, oh putain. Oh putain. Et là, je suis pas loin, je peux rentrer chez moi, je suis pas obligé de jouer. Mais j'écris un SMS qui dit « Viens me chercher en Uber à la salle, parce que je vais pas pouvoir jouer. » Alors j'aurais juste pu rentrer à pied, quoi. Je rentre dans le métro, s'ensuit un voyage qui a duré à peu près 50 ans. Quand je suis arrivé à République, j'ai cru que j'avais une barbe et un bâton de pèlerin, je te jure, J'arrive à la salle et clairement, je pense que je ne peux pas jouer, d'accord ? Je pense vraiment que c'est impossible de jouer, là c'est beaucoup trop loin. Et j'arrive dans la loge, et là j'ai un pote, alors lui, tu sais, il prend des trucs où il n'y a même pas de nom pour la drogue. Tu sais, il y a juste des lettres et des chiffres, la MX de Nancy, des trucs un peu bizarres comme ça. Et je dis putain, j'ai pris ça, je peux pas jouer, je vais dire au patron que je suis mal, quoi, que je fais une nausée, etc. Et là il me dit un truc tout con, hein. Il me dit embrasse le truc. Embrasse le truc. Et quand je te dis j'avais des alus, heureusement que je savais que le mur il était en briques. Parce que moi ce que je voyais c'est de la fourrure blanche sur laquelle j'avais envie de me blottir, tu vois. J'étais loin. Et je monte sur scène, ça se passe super bien. Mais j'étais honnête, c'est-à-dire que je pense que le cannabis c'est vraiment le truc où si t'es honnête, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que je me suis fait une promesse il y a 2 ans de ne plus jamais mentir de ma vie. Ça se ressent dans les spectacles, je ne mens plus du tout, c'est-à-dire que j'ai pas peur d'être sur scène. De toute façon, je vais dire la vérité, je vais pas essayer de prendre des chemins de traviole ou quoi. Je vais être 100% honnête, et ça sauve tout. C'est-à-dire que tu peux être défoncé ce que tu veux, si tu n'as rien à cacher, tout va bien. Donc si vous êtes des gens honnêtes, vous pouvez vous défoncer, ça va. On va juste créer une société de gens hyper honnêtes. Et en montant sur scène et en disant aux gens, écoutez, je suis complètement défoncé, il n'y a jamais aucun problème. Voilà, je sais pas si mon message a été pour ou contre le cannabis du coup, mais mais une petite défense, ça n'avait pas de mal. Je veux dire, putain, on m'avait dit un truc, une fois je suis allé à Rennes, on m'a dit ouais les Bretons ils boivent, fais gaffe. Et je suis contre les clichés moi. Je faut arrêter les Bretons qui boivent, etc. Je suis arrivé à Rennes un vendredi soir, Walking Dead. Je te jure, t'es dans les rues de Rennes un vendredi soir. Comme ça, c'était. Bon, bah, les Bretons ils boivent, c'est bon. Merci de m'avoir écouté, c'est un vrai kiff. Merci beaucoup. Igor, je te rends le micro. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. Doman, j'ai une question, moi. T'es haut là actuellement? Non, je suis bien. Ouais. Ça veut pas dire que j'ai pas fumé, hein. Ah ouais, ok, voilà. Et comme quoi, tu vois, tu peux fumer et devenir quelqu'un d'important et réussir ta vie. Il n'y a pas de. Tu vois, ça aussi, ça permet d'exploser des clichés. Je vais être un peu plus sérieux. Je suis pas dans le même milieu que Nomad, mais je vais vous présenter un plan. Il faut savoir que la légalisation, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. On est déjà dans cette phase-là. D'accord ? La France a énormément de retard. Mais dans son retard, elle a l'avantage de pouvoir observer ses voisins, d'en tirer le meilleur et de créer son propre modèle. Dès le début, je me suis dit qu'il fallait plus se poser la question de s'il fallait légaliser, mais de se poser la question de comment il fallait le faire. Il est évident que la légalisation arrivera de notre vivant. Mais il faut trouver une transition douce pour les Françaises et les Français qui ne sont pas convaincus. Alors voici ce que je propose, et ça ne tient qu'à moi, en 5 étapes. Il marche toujours le micro ? Ouais, c'est bon, pardon. Première étape, la suppression de la loi actuelle. Elle date de 1970, elle est donc désuète. Et selon moi, un consommateur de cannabis n'est pas un délinquant. À partir du moment où il ne cause pas de tort à la société, ce n'est pas un délinquant, point final, il n'y a rien à discuter là-dessus. Il s'agit même du texte qui nous a tous fondés en tant que peuple français, la Déclaration des droits de l'homme du citoyen, qui précise dans son article 4 que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ce qui veut dire que si je suis chez moi, que je fume un joint, que je regarde Stranger Things et que je me commande une pizza, eh ben, je ne suis pas un délinquant. Et puis, si l'odeur incommode mon voisin, arrangeons-nous comme des humains cérébrés. J'aérerai, je changerai de pièce, je le préviendrai par texto, j'irai dans un coffee shop, mais ça non plus on l'aura pas en France. On reviendra dessus après. Deuxième étape, l'autoproduction. La clé de la liberté, c'est l'accessibilité.
Avec l'autoproduction, le plus pauvre économiquement d'entre nous pourra faire pousser la plante pour l'aider avec son glaucome, sa mère avec son rhumatisme ou sa grand-mère avec son Parkinson. Troisième étape, ouvrir le marché à tous. En France, il y a déjà actuellement 200 000 personnes qui travaillent dans le cannabis. C'est énorme, 200 000 personnes. En permettant à ceux qui s'y connaissent le mieux de présenter leurs produits, nous créerions des milliers d'emplois. Agriculteurs, distributeurs, transporteurs, guides, patrons. Le chômage baisserait drastiquement. Et c'est pas une promesse, je suis pas en train de faire une campagne électorale. C'est juste de la simple analyse économique. Quatrième étape, et qui est pour moi la plus importante, rendre les taxes transparentes. Quand je suis en soirée, c'est assez rare de voir un mec se servir un verre de n'importe quoi d'alcool et de le proposer à absolument tout le monde, de le faire tourner. Alors que, à l'inverse, j'ai jamais vu un mec fumer un joint dans son coin et ne pas le proposer. Je pense que c'est dans l'acte même de consommation de cannabis qu'on retrouve la notion inhérente de partage. Et je pense que redistribuer l'argent lié au cannabis à ceux qui en ont plus besoin, c'est ce que voudrait n'importe quel consommateur de cannabis. Cela fait plusieurs mois maintenant que nous voyons notre pays se révolter, manifester, se déchirer, et personne n'est vraiment insensible à cette misère sociale. Retraités, hôpitaux, écoles, donnons cet argent à ceux qui en ont besoin. Cinquième étape, organiser tout ça et confier les rênes à l'État pour savoir qui a le droit de produire et qui a le droit de revendre. Et bah devinez quoi, l'État aussi, ça, il est en train de le ruiner. Alors, cet été, des économistes proches d'Emmanuel Macron ont préconisé de se calquer sur le modèle public canadien, ce qui veut dire laisser à l'État le monopole de produire et de revendre. Et autant vous dire qu'au Canada, actuellement, la légalisation est un échec, car c'est une légalisation purement économique. La légalisation, elle doit être sociale pour réussir. T'as dit sociale ? Félicitations, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire ? En fait, je pense que l'État ne s'y connaît pas vraiment sur le sujet du cannabis. Un autre exemple, cet été, des députés ont proposé de vendre le cannabis dans des bureaux de tabac. Pendant des années, ils nous ont dit à quel point le cannabis était un danger sanitaire pour toute la France, et maintenant ils voudraient le mettre en vente à côté du tabac, qui est une substance beaucoup plus nocive. C'est bizarre quand même, ils préfèrent ça plutôt que d'ouvrir des coffee shops et des cannabis social clubs. Non, la légalisation doit être sociale. Et il y a un homme qui est en plein milieu de ces réformes, françaises, européennes, internationales. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais soyez sûr que vous en entendrez parler d'ici les prochaines années. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre prochain intervenant, Béchir Boudherbala. Bonjour. Écoutez, c'est dur de passer après Noman Osni, mais on va essayer de faire simple et rapide. Écoutez, franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai absolument pas préparé. Je me suis dit, il faut que je me ramène ici, tout en sincérité, parce que traditionnellement, on utilise plein de mots compliqués. Vous savez, je suis juriste de base, je travaille sur ces questions depuis maintenant plus de 2 ans et demi, et donc forcément, on s'oblige à utiliser des articles, etc. Bon, moi j'ai envie de vous parler franchement aujourd'hui parce que j'ai envie de vous demander quelque chose. Bon, d'abord, moi actuellement je suis content, je suis même très heureux, parce que pendant 2 ans j'ai eu l'occasion de travailler dans une super association Normal France, dans laquelle j'ai eu l'occasion de diriger les questions politiques pendant 2 ans et la stratégie politique. Donc j'ai rencontré énormément d'élus, de personnalités, on a fait un vrai travail de fond. Et en mai 2018, j'écrivais un article où je disais « En France en 2020, on aura une expérimentation du cannabis médical » et j'expliquais, en gros, vous pouvez le retrouver sur internet, hein, l'article, où j'expliquais en gros qu'on aurait une expérimentation de 1 à 2 ans, qu'on aurait plusieurs milliers de patients, etc., etc. Et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est parce que tu fais des bonnes prédictions. Absolument pas. C'est parce qu'on fait des paris. Et c'est parce que, je pense, on a réussi, là, en 2 ans de travail, à changer beaucoup de choses. Et forcément, c'est pas que grâce à nous, évidemment, c'est grâce à vous aussi. Mais plus globalement, c'est aussi parce que je pense qu'il y a un contexte favorable aujourd'hui, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Et du coup, j'étais ultra heureux ce matin. En prenant mon train, j'étais au fin fond de la Bourgogne, c'était la loose absolue. Et je lisais un peu des articles sur Le Coin, là, Porte de Versailles, etc. Et alors, je vais vous lire un truc qui était assez drôle. C'est, donc en fait, ici, à quelques mètres de cette superbe terrasse, dans quelques mois,
la mairie de Paris et plusieurs entreprises vont créer la plus grande ferme urbaine européenne. 14 000 mètres carrés. 14 000 mètres carrés, c'est 2 terrains de foot. Et alors l'article est très intéressant, ils disent, alors c'est dans 2-3 ans, les riverains pourront louer des lopins et profiter d'une production locale, de qualité et de la possibilité de cultiver leur propre potager. Et ils ajoutent quand même, parce que c'est drôle, des visites pédagogiques sont également prévues. Alors moi, quand vous me dites ferme urbaine à Paris, 14 000 mètres carrés, je vous dis tout de suite, on se met de la bœuf, on se fait un terroir de ouf, de la bœuf parisienne. Il n'y a pas d'endroit à Paris pour produire, on produit là. Et donc c'est pour ça que je vous dis, on va faire un pari ensemble. On a fait le pari sur le cannabis médical il y a 2 ans. Là, on va faire le pari qu'on va se ramener avec des sachets de bœuf le 1er septembre 2023. Ici, on revient ici, on se retrouve. Vous prenez vos Google Agenda ou ceux qui ont des petits agendas papier et qui ont de l'avance, et vous le notez. 1er septembre 2023, on se retrouve ici et on plante nos graines de cannabis. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que ça fait des années, mais vraiment des années, quand vous reprenez... Moi j'ai eu l'occasion de travailler sur les grosses archives, sur des textes qui dataient mais de décennies en arrière. Il y a toujours eu des gens qui disaient « Oui, ça va se légaliser, vite fait, ça va se régler ». Début des années 90, on se disait « Ça passera jamais le cap des années 2000 ». Bon, finalement, on est en 2019, c'est encore la galère. Mais pour arriver à 2023, il faut comprendre le sens même de la prohibition. Et j'ai l'impression que ça, il y a encore un peu de travail à faire dessus, et c'est pour ça que je voulais un peu vous en parler. La première caractéristique de la prohibition, c'est-à-dire de l'interdiction des drogues, c'est qu'elle existe pour lutter contre la consommation de masse. La prohibition, le début date de 1850-1860, lorsque les bourgeois n'étaient plus les seuls à consommer des drogues, l'alcool aussi d'ailleurs, et que une certaine élite a considéré qu'il fallait interdire cet usage aux masses, aux ouvriers, parce qu'il y avait 2 côtés. D'un côté, les religieux disaient bah, le corps est pur et on peut pas c'est une impureté de consommer des drogues. Et de l'autre, il y avait les communistes qui disaient le parti doit donner aux ouvriers des règles de vie pour qu'ils les respectent, parce que les ouvriers ne sont pas capables de gérer leur consommation par eux-mêmes. C'est toute la dynamique de l'opium du peuple. Et donc la prohibition naît de là. La première caractéristique de la prohibition, c'est le contrôle social. C'est un contrôle social qui était fait dans une bonne intention avant, et qui aujourd'hui se caractérise, se manifeste, encore en France, par 180 000 interpellations annuelles. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à parler, il y a 2 personnes qui ont été interpellées. Sur les 2 personnes qui ont été interpellées, il y en a un qui est forcément un homme jeune, de moins de 30 ans, et si possible noir ou arabe, parce que ça arrange un peu les chiffres, et que c'est très sympa, et c'est beaucoup plus simple d'arrêter des noirs et des arabes. Donc c'est concret. L'un des premiers axes sur lesquels on réfléchit quand on parle de la prohibition des drogues, du contrôle des drogues, c'est le contrôle social. Mais on va aller un peu au-delà. La prohibition, finalement, c'est un prétexte pour protéger les gens. Et on nous a souvent dit, d'ailleurs, je pense que vous, dans les débats, longtemps, vous devez avoir cet argument majeur de « ouais, mais c'est pour protéger les jeunes ». Le problème, aujourd'hui en France, c'est que les jeunes, c'est l'enquête Escapade de 2017, ils sont 40% à 17 ans à avoir déjà consommé du cannabis. Ce qui fait que la prohibition ne fonctionne pas non plus pour lutter contre la consommation des jeunes. Pire, elle la rend taboue, elle la cache, et du coup, elle limite les possibilités d'accompagnement. Or, le cannabis, et ça il faut être concret là-dessus, c'est un révélateur de schizophrénie, ça peut être un révélateur de psychose, et c'est problématique pour un certain nombre de personnes qui le consomment jeunes en tout cas. Ce que je veux dire pour parler globalement, c'est que cette prohibition, c'est toute une construction. C'est pas simplement un mec un jour qui s'est dit « allez hop, on va interdire pour déconner ». Non, c'est quelque chose de vraiment sérieux, qui est fondé sur des valeurs, sur des principes. Et Noban, il avait raison tout à l'heure de dire mais citez-moi un argument qui est valable contre la prohibition, pour valider la prohibition. En fait, la prohibition se valide par elle-même. Je vous donne un truc un peu sympa. Depuis 2-3 ans, au niveau international, il y a des grosses instances qui disent « bon allez, on va arrêter de condamner les gens qui font un usage du cannabis ». En gros, pour faire simple, l'usage des personnes, il n'est pas problématique. Le problème, c'est le trafic. Donc il faut lutter contre le trafic, mais pas lutter contre l'usage. Il y a plein de pays, même en Afrique de l'Ouest, où on a commencé à dépénaliser l'usage des drogues, ce qu'on appelle la dépénalisation. Et nous, on en a parlé en France. Il y a eu, il y a 1 an, le débat sur l'amende forfaitaire délictuelle, d'ailleurs qui arrive là, qui arrive bientôt. Ils voulaient nous foutre 400 € d'amende par tête, et peu importe la quantité de cannabis. Donc ça peut être 0,5, 2, 3 ou 15 grammes.
Et après, même au-delà, tu passes pour trafic, parce qu'à partir du moment où tu as une certaine quantité, et si tu tombes sur le mauvais juge, on considère que c'est du trafic. Et quand on est venu avec cette idée qu'il fallait dépénaliser, on nous a dit non, la dépénalisation, ça va augmenter la consommation. Pour vous rappeler les chiffres quand même de la consommation en France, on est à 800 000 usagers quotidiens. Il y a 800 000 personnes qui consomment tous les jours. Je pense que là, toute la salle, vous êtes surreprésentatif des 800 000. Ensuite, il y a 1,2 million d'usagers réguliers. Et enfin, il y a 5 millions d'usagers annuels. C'est-à-dire qu'en France, il y a 10% de la population, un peu plus de 10% de la population, en âge de consommer, qui a consommé dans l'année. Et donc, forcément, quand on me dit « mais ça permet de lutter contre la consommation », c'est faux. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est retombé là-dedans. C'est qu'en fait, la prohibition se valide par elle-même, ce qu'on appelle l'autopoïèse. C'est-à-dire, nous, on dit que ça ne fonctionne pas. Et en face, on nous répond, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Et depuis 1970, à raison de tous les 6 mois, vous avez une modification de la législation. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, la loi, elle est de plus en plus pénalisante, de plus en plus dure. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, en France, c'est dépénalisé. C'est faux. C'est faux. Moi, je travaille sur des affaires au quotidien, on accompagne des gens au quotidien, et on a des chiffres qui ne cessent d'augmenter au niveau de la pénalisation. Et on se retrouve avec un arsenal pénal qui est l'un des plus complets d'Europe. Alors ce qui est merveilleux, c'est qu'en effet, ça va de du simple usage, qui est sanctionné par 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, et on remonte jusqu'à la liberté d'expression. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'on puisse être là pour en parler librement, ce qui n'aurait pas été le cas il y a quelques années. Et c'est pour ça que ça bouge quand même. C'est pour ça que j'ai envie vraiment d'impulser un truc, c'est penser à une chose, c'est qu'il y a 15 ans, quand on organisait ce type d'événement, les organisateurs étaient attendus à l'extérieur par la police, ils étaient poursuivis, ou parfois même on interdisait l'événement avant. Et donc forcément, et ça c'est quelque chose de concret, certes la prohibition demeure, certes les lois sont de plus en plus pénalisantes, en revanche, ça s'assouplit au niveau de la liberté. Et de plus en plus dans l'espace public, on entend des gens s'exprimer, on entend des gens prendre la parole, dire « oui, moi je consomme, oui, moi je considère que cette loi elle est mauvaise, oui, il faut avancer. À l'Assemblée nationale actuellement, il y a une mission d'information qui travaille sur cette question-là, il y a des élus qui se positionnent chaque jour sur le sujet. Et donc, forcément, moi je me dis 2023 c'est possible. Pourquoi est-ce que c'est possible 2023 ? Je fais un pari simple. Après avoir étudié quasiment la moitié des législations dans le monde qui avancent sur la question du cannabis, en profondeur j'entends, j'évalue, il y a 3 possibilités de légaliser. Parce que c'est ça le sujet de fond, c'est comment on légalise. 3 possibilités de légaliser. Premièrement, il y a une cour constitutionnelle, genre Cour suprême, les juges plus de 70 ans qui te disent « allez hop, c'est bon, ta loi elle est pourrie, on abandonne, met en place un système plus fluide, plus sympa, etc. » C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est ce qui s'est passé en Norvège, ils ont décidé une dépénalisation. Ça en France on ne peut pas, parce qu'on a un conseil constitutionnel qui est bouclé et on ne peut pas avancer là-dessus. La deuxième possibilité, c'est les référendums. En Californie, les mecs de Normal ont été encore plus durs que nous, ils faisaient revoter les gens tous les 4 ans. Donc en 92, 93, ils étaient contre, puis là en 2013, finalement, après 5 votes, les gens ont finalement dit oui à la weed et donc ils ont légalisé. Ça, c'est pas possible en France. Vous avez vu la galère qu'on a sur le référendum aéroport de Paris, là où je sais plus quoi, c'est absolument impossible. Et la troisième possibilité, et je pense que c'est cette possibilité-là qu'il faut que nous on saisisse, mais tous ensemble, c'est de parier sur les opinion leaders. C'est de se dire que le sujet aujourd'hui, c'est plus un sujet de niche, c'est plus un sujet tabou. C'est de se dire que quand je te parle de cannabis, je te parle de ta société, je te parle de la liberté, je te parle de ta liberté de consommer, la liberté aussi de te faire mal si on considère que c'est mal, ou de te faire du bien, parce que c'est aussi le sens même de notre travail. C'est d'évaluer, c'est d'élever le débat à un niveau auquel on ne l'avait pas jusqu'à présent. C'est de se dire, eh ben on va parier là-dessus, on rend le sujet attractif. Quand est-ce que ça bouge dans l'opinion publique ? Quand les gens en parlent, quand les gens trouvent ça évident. Vous savez, Schopenhauer dit qu'une révolution est d'abord considérée comme ridicule. Ça, on l'a eu en France. Il dit ensuite que les révolutions sont considérées comme dangereuses. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde dit danger, attention, légalisation égale danger. Légalisation égale danger sur la jeunesse. Donc on est dans cette période-là. Et ensuite, la révolution devient évidente. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans les prochaines années, la révolution, elle doit devenir évidente. Et c'est une révolution, non pas révolution en mode allez hop, on prend nos fourches et on va tuer je ne sais qui, mais révolution des esprits, révolution au niveau des idées, révolution au niveau des lois,
penser un système adapté à notre pays, penser un système qui réponde aux problématiques majeures actuelles. On nous dit, et construire finalement une anti-prohibition. On nous dit, la prohibition permet de lutter contre la consommation de la jeunesse, on voit les jeunes consomment beaucoup. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans la loi qu'on veut mettre en place, on met un accompagnement de la jeunesse, on finance des infirmières dans les collèges et dans les lycées, on apporte un soutien et un accompagnement, et on redonne les moyens aux parents d'accompagner l'usage de leurs enfants. On nous dit, oui, mais les banlieues vont exploser. Nous, ce qu'on répond, c'est qu'on va mettre des entreprises dans des banlieues, que ça marche, que ça existe et que c'est possible. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait mis en place un système de zones franches qu'on peut récupérer, c'est-à-dire on sélectionne des zones et on dit que sur cette zone-là, je ne sais pas, par exemple, Aulnay, pour prendre un exemple sans choix par ailleurs, et ben à Aulnay, on met en place des entreprises de transformation du cannabis. Ça ne veut pas dire qu'on met en place une nouvelle prohibition. Ça ne veut pas dire qu'on interdit aux gens d'être entrepreneurs là où ils veulent. Ça veut dire qu'on donne l'opportunité à ceux qui n'ont pas eu et à ceux qui ont été les principales victimes de la prohibition de construire une entreprise, de construire la régulation avec nous. Et tout le projet, il est là. C'est de se dire que le sujet, c'est pas un homme qui parle, mais c'est toute une communauté qui agit, qui se lève, qui dit, qui assume, qui casse le tabou et qui fait des propositions concrètes. Et il y a un projet à construire. La légalisation, on le voit. Finalement, si vous voulez, c'est comme ce que dit Antonio Machado. Un monde ancien se meurt, un nouveau tarde à apparaître, et dans l'intervalle surgissent les monstres. Et les monstres, c'est beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui au niveau international. Il y a beaucoup d'États qui ont légalisé, mais avec des résultats qui sont absolument désastreux pour la santé publique, pour les gens, pour l'économie. Et donc, toute la réflexion doit être la nôtre, ça doit être justement de se dire, qu'est-ce qu'on propose pour la France ? Comment on réfléchit à notre système ? Comment on construit une alternative à ce qui se passe aujourd'hui? Et je pense franchement que le 1er septembre 2023, on se retrouvera ici si tout le monde le fait, si tout le monde assume, si tout le monde casse le tabou, si tout le monde dit qu'il consomme, si on a cette mobilisation importante et qu'on va chercher les opinion leaders. Parce que ce qui s'est passé, c'est ça, on est allé chercher Pepe Mujica en Uruguay, et Pepe Mujica en Uruguay, il a dit « Vous m'élisez en tant que président, et ben peu importe si vous êtes pour ou contre la légalisation, je la ferai quand même. » Et ben ça a été la même chose avec Justin Trudeau, et les 2 États dans le monde qui ont légalisé, c'est l'Uruguay et le Canada. Donc, objectif pour 2022, trouver le futur président de la République qui légalisera la beuh et le soutenir. Et l'objectif là, pour tout de suite et pour les prochaines semaines, c'est d'assumer, d'en parler, de casser le tabou, parce que c'est en cassant le tabou qu'on casse aussi l'idéologie de ce système de contrôle. Voilà. Nous approchons de la fin de ce talk. Ça passe vite quand on s'amuse, hein ? Avec Alexis, nous avons vu que nous pouvions remplacer le chanvre dans nos modes de consommation. Avec Neumann, nous avons compris que nous pouvions être un consommateur de cannabis et réussir sa vie. Et avec Béchir, nous avons compris toute l'importance de s'engager. Alors maintenant, ça ne dépend que de vous. L'idée, comme le disait Béchir, c'est simplement d'en parler. Trouvez ce qui vous plaît le plus et avancez. Avançons ensemble dans ce même combat. Moi, j'ai choisi le graphisme. Mais que vous soyez cinéaste, danseur, chanteur, podcasteur, peu importe, faites ce que vous aimez et adaptez-le. Et la prochaine intervenante, elle, a choisi l'entrepreneuriat pour réhabiliter le chanvre. Est-ce que quelqu'un connaît Ocaran? Oui? Est-ce que tu es consommatrice de cannabis? Non, voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Tous les clients de Laure, qui va passer juste après, ne sont probablement pas consommateurs de cannabis. Ça s'appelle le soft power, c'est ce qui nous permettra tous d'avancer. Et elle a été bercée toute son enfance par les histoires familiales liées au cannabis. Je vous demanderai donc d'accueillir notre dernière intervenante aujourd'hui, Laure Bouguin. Merci Igor. Le but, c'est pas de faire une éloge de moi ou de l'entreprise que j'ai créée. Le but, c'est que vous puissiez repartir avec des clés pour vous-même créer votre propre projet à base de CBD ou à base de cannabis au sens plus large. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent contacté par des gens qui veulent créer des marques, créer des produits. Donc nous, avec 4 ans de recul, on n'a clairement pas toutes les clés pour vous aider à créer cette entreprise, mais peut-être qu'on peut juste insuffler quelques petits conseils, quelques petits tips. Il y a une présentation, donc pour ceux qui sont sur les côtés, je vous invite vraiment à vous rapprocher parce que de derrière, je sais qu'on voit absolument pas l'écran, je pense que là-bas, vous ne pouvez rien voir. Donc j'ai scindé la présentation en deux. Créer une entreprise, c'est 2 choses, c'est créer une marque
et créer une organisation. Alors je vais passer un peu plus de temps sur le concept de créer une marque parce qu'on voit plein de produits au CBD qui se lancent où n'importe qui veut mettre n'importe quel CBD dans n'importe quel produit et penser que ça suffira pour le vendre. Créer une marque, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors quelques insights. Moi qui je suis, je m'appelle Laure Bouguin. Okaran, ça veut dire je vous aime en breton. Pourquoi ? Parce que mes grands-parents cultivaient le chanvre en Bretagne, ils utilisaient la tige qui était transformée en papier à Quimperlé. On est toujours aujourd'hui, les champs de chanvre sont entre Carré et Guarec. La production est à Nouveau-Tout dans le sud de Rennes. Je suis basée à Nantes, donc on a tout gardé dans la région. Et le Okaran, c'est French Cannabis Expertise and No Stress. C'est vraiment ça les 3 gros insights. La présentation en anglais, pourquoi ? Parce que 70% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, on le fait à l'export, parce que c'est extrêmement compliqué de vendre en France et que donc j'interviens plutôt généralement en anglais. Mais vous inquiétez pas, je vais rester sur la langue française. Donc comment créer une marque ? Il y a souvent 2 techniques. La première, c'est vision, mission. Et la deuxième, c'est le why, how, what. Donc je vais juste vous expliquer nous comment on l'a fait. Notre vision, et comme le souligne Alexis dans sa présentation, c'est que le chanvre, c'est la seule plante qui peut vous déstresser sur l'ensemble des aspects de votre vie, celle qui peut vous nourrir, vous soigner, vous loger, vous vêtir. Ça, c'est notre vision de départ. Et le mot important, c'est distress. Et notre mission, c'est de déstresser tout le monde grâce à des produits et des expériences qui soient naturelles, saines, durables, avec la dimension holistique du chanvre. Et en fait, ce travail-là de vision et de mission, il est hyper important parce que c'est ça qui va faire que, vous allez sortir votre trip et faire une marque qui soit différente des autres marques. Nous, notre angle d'attaque, il est par le stress, il n'est pas par le cannabis. On fait des produits et des expériences qui déstressent les gens et pour ça, on utilise un outil qui est le cannabis, mais c'est un outil, ce n'est pas une finalité en soi. Donc ça, c'est très important, vous, déjà, pour vous démarquer et aussi pour vous donner une ligne de conduite. Nos produits doivent tous être naturels, sains et durables. Et ça vous donne une direction dans l'ensemble de vos actions. Et le deuxième modèle, c'est le modèle Why, How, What, qui est le modèle qui a été créé par Simon Sinek. Il a un TED en ligne qui est monstrueux, ça dure 15 minutes, mais en tout cas, je vous invite grandement à le regarder. Et donc, c'est des cercles concentriques. Donc, si on le fait, nous, par exemple, avec Okaran, notre why, c'est que dans ce monde, il y a beaucoup de stress, de gâchis, de pollution. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé d'utiliser le cannabis dans ses aspects durables, éthiques, innovants, experts et authentiques pour faire quoi ? Une marque, une entreprise de bien-être et de lifestyle qui soit durable à base de cannabis breton. Et en fait, pareil, ce travail-là, c'est demain, on prend n'importe quelle marque de CBD, ça ne sera pas une marque qui fait des produits de bien-être sustainable avec du cannabis breton. Ils seront peut-être californiens, ils auront peut-être décidé d'utiliser des produits hyper luxueux et qui donc ne seront pas du tout durables dans leur façon de faire. C'est ça qui vous permet de vous démarquer, de ne pas faire la énième marque au CBD. Ensuite, moi j'ai trois petites règles qui sont hyper importantes. Déjà, choisissez votre marché. Je vous donnerai juste quelques clés sur le marché après. Ensuite, choisissez votre distribution. Et ça, c'est important de le faire avant de choisir les produits. Et seulement une fois que vous savez dans quelle distribution vous voulez être, ensuite, vous créez un produit qui peut se vendre dans cette distribution. Et nous, on a fait l'erreur sur les produits que vous pouvez voir en ligne actuellement. J'ai lancé les produits parce que je voulais absolument faire des produits au champ, mais je ne savais pas si on allait les vendre chez Biocoop, dans les circuits sélectifs, dans les pharmacies, on ne savait pas. Donc on a été tapé à toutes les portes. Et une fois seulement qu'on a compris que c'était le marché sélectif, donc les Sephora, les Galeries Lafayette, ce type de distribution qui nous plaisait, on est obligé maintenant de réadapter les produits. Et là, je vous ai emmené tous les nouveaux produits qui sortiront mi-octobre parce que la distribution prévaut. Vous devez toujours vous adapter à votre distribution. Sur la question de comment est-ce qu'on choisit son marché, il faut savoir que le cannabis n'est pas un marché, le cannabis c'est une industrie, c'est très différent. Donc là, je vous ai mis un mapping qui a été fait par CB Insights, c'est des Américains qui ont dressé les 150 entreprises qui vont révolutionner le marché du bien-être en 2018. Donc eux, ils ont, par exemple, le marché du bien-être, c'est food and beverage, la beauté, tout ce qui est lié au fitness, aux compléments alimentaires, l'aide pour dormir ou les produits de sex care au sens large. Et ils ont créé un marché à part entière qui s'appelle cannabis. Pourquoi ? Parce que c'est tellement nouveau qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Mais le cannabis est transversal à l'ensemble des marchés du bien-être, puisque c'est une industrie. Donc demain, vous trouverez des produits au cannabis dans toutes ces dimensions-là. Donc ce que vous devez faire, c'est vous choisir. Alors il manque le récréatif, qu'ils n'ont pas forcément osé mettre à cette période-là, mais choisir dans quel marché spécifiquement vous voulez être. Donc nous, par exemple, on a choisi la beauté, les compléments alimentaires et le sex care, qui sont pour moi mes grosses priorités en termes de développement de produits. Et ensuite, on fait un mapping. Donc évidemment, là, je n'ai pas des lubrifiants avec moi, mais ça ne veut pas dire qu'en 2020, on n'en sortira pas. Donc on fait un mapping à la fois en termes de temps, mais aussi en termes de circuit de distribution. Quel est le circuit de distribution qui permettra de vendre l'ensemble de ces produits-là de manière la plus efficace ? Et donc ce que j'ai choisi, c'est de faire d'abord un mix avec de la distribution en propre, donc un site e-commerce,
une boutique qui va ouvrir à Paris courant 2020, et de l'associer avec de la distribution physique qui existe déjà, ce qui vous permet de générer rapidement des revenus, puisque vous pouvez vendre en gros. Nous, on a commencé avec Nature et Découverte, c'était un peu improbable, mais c'est eux qui en 2018 étaient les plus avancés, ce qui vous permet d'un coup de vendre et de vous faire connaître. Et donc pour l'instant, la distribution sélective bien-être, donc on est dans 900 Sephora en Europe, donc là on est ici en Espagne par exemple, et on est chez Douglas à partir de début septembre. Et qu'est-ce qu'on leur apporte à eux? On leur apporte des produits innovants. C'est un circuit hyper tradit, mais qui a besoin de nouveautés, de produits un petit peu différenciants. Donc vous pouvez vraiment apporter quelque chose à des gros acteurs industriels. Et donc le fait d'avoir redessiné ce mix distribution, on a été obligé de redessiner les produits, puisque ceux qu'on a actuellement n'étaient pas tout à fait adaptés à ce circuit de distribution. Ensuite, sur le positionnement, j'ai mis, donc ça c'est une slide par exemple que je montre à Sephora quand j'essaye de les convaincre de nous prendre. J'ai mis quels étaient les positionnements actuellement qui existaient dans le marché du bien-être cannabis. Donc il y a les marques qui sont très médicales, vous avez les Cibidiol, les Apothecana, les Mary Jane's que vous devez peut-être connaître. Donc ça c'est des codes hyper médicaux qui sont vendus dans des dispensaires en propre et de temps en temps aussi dans des circuits de distribution un peu alternatifs. Vous avez les marques récréatives qui vont prendre les codes du fumeur, qui étaient encore prévalentes jusqu'à encore 4-5 ans, et je pense honnêtement qu'elles vont petit à petit disparaître parce que même les marques récréatives abandonnent petit à petit ces codes-là. Et vous avez une grosse émergence de marques californiennes qui sont dans l'aspect bien-être. C'est des bulldozers du bien-être, par exemple Prima, et vous aviez aussi The Good Patch. Il y en a, c'est des anciens de chez Goop, qui est la marque de Gwyneth Paltrow. Il y en a, c'est des anciens de chez The Honest Company, la marque de Jessica Alba. Donc ils savent comment faire des produits de bien-être, ils savent comment les vendre. Et eux, ils arrivent dans des circuits de distribution type Sephora. Et donc la question, c'est comment vous positionnez là-dedans, c'est quoi la plus-value que vous allez ajouter? Et nous, on a choisi 3 axes. Le premier, c'est qu'on est français, et qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui encore des marques françaises qui ont un héritage français dont ils sont capables de se prévaloir. On veut travailler sur la dimension sustainable, donc ça veut dire qu'on produit tout en local. Nos nouveaux cartons sont en carton de chanvre. On fait attention, on travaille avec la Fondation Good Planet sur l'impact environnemental des packaging. Enfin, on apporte quelque chose au-delà du cannabis. Et évidemment d'être innovant, donc dans les extractions, par exemple, on travaille sur des canaflavines, les flavonoïdes du cannabis, les terpènes, les choses, on va au-delà du CBD dont tout le monde parle actuellement. Et ensuite, ces distributeurs-là, vous devez leur expliquer comment vous vous positionnez au-delà du cannabis. Parce qu'en fait, demain, on ne peut plus aller voir une boutique et lui dire « Ah, ben mon produit est hyper différenciant, je fais du cannabis ». J'en connais 150 des marques de cannabis aujourd'hui. On est déjà en retard, en fait, sur les marchés cannabis. Donc, qu'est-ce que vous apportez en plus, au-delà d'utiliser cet ingrédient? Donc là, j'ai mis un axe qui s'appelle aspirational et là, un axe clean. Et en fait, ce qu'on veut, c'est ça. C'est dans un circuit, là, c'est que des marques qui sont chez Sephora. Dans un circuit traditionnel, on va apporter du clean, donc tous nos produits sont entre 96 et 100% naturels. Et on va aussi venir raconter une histoire, venir parler de l'activisme, venir parler de la plante, donner un peu plus d'aspiration que juste un produit hyper technique comme clinique, par exemple. Et enfin, juste pour finir sur l'aspect marque, quelques petits G. Donc le premier, choisissez un positionnement qui soit très différenciant. Donc vraiment le CBD, bon, c'est super le CBD, mais le cannabis c'est une plante qui a 80 cannabinoïdes, il n'y a pas que le CBD, qui a une centaine de terpènes. Enfin, il faut vraiment aller au-delà du CBD, puisque demain tout le monde aura des produits au CBD. Ça, on ne peut pas juste se limiter à ce cannabinoïde malgré toute la puissance qu'il est. Ensuite, travailler une plateforme de marque qui aille au-delà du cannabis. Réfléchissez à vos valeurs, réfléchissez à l'insight duquel vous partez. On est là pour résoudre un problème auprès des clients. C'est quoi le problème de vos clients? Moi, mes clients, leur problème, c'est le stress. Ensuite, il faut apporter vous prenez un circuit de distribution hyper tradit et vous leur apportez quelque chose de vraiment différenciant. C'est comme ça que vous allez sortir du lot. Ou alors, et là, ça nécessite un peu d'argent, vous construisez votre propre circuit de distribution parce que vous avez les meilleures marges, évidemment, et vous connaissez, vous avez la data client, vous les connaissez. Investissez dans la qualité, surtout en France, on va être obligé, si vous faites du Made in France, de vendre des produits un peu plus chers. Donc le seul moyen, c'est de sortir par le haut avec la qualité. Et le contenu, parce que le cannabis, c'est un sujet qui reste encore très compliqué, donc il faut rentrer par l'axe de l'éducation et rentrer par la communauté. Ensuite, comment est-ce qu'on construit une boîte, une organisation? Donc il y a 5 grosses étapes, en tout cas par lesquelles moi je suis passée. Le premier, c'est de construire une team. Malheureusement, moi j'ai créé la marque toute seule, ce qui est très compliqué. Choisissez un cofondateur. C'est un sujet dont on parlait très peu il y a 4 ans, mais maintenant c'est très tendance. Donc il y a forcément des gens dans votre entourage qui seront intéressés par l'idée de travailler dans le cannabis.
Ensuite, trouver des clients, et ça bien avant de construire un produit ou bien avant de chercher des financements, trouver des clients. Et ça peut se faire sur un PPT, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment le premier axe. Une fois que vous aurez trouvé vos clients, vous connaîtrez leurs problèmes et vous serez capable de construire le bon produit. Avant de construire le produit, intéressez-vous à la régulation. Je vais y revenir juste après, mais c'est vraiment une merde sans nous. Donc c'est important de bien la connaître avant de lancer vos produits. Construisez votre produit et une fois qu'il est construit, que vous l'avez vendu, financez. Et je vais expliquer juste 2-3 tips sur le financement. Donc sur la régulation, je pensais que Béchir allait peut-être en toucher un mot, mais aujourd'hui le plus gros problème c'est quoi? C'est l'arrêté du 22 août 1990 qui porte sur l'application de l'article R51-3286 du Code de la santé publique. Et je vais juste le relire avec vous pour qu'on le regarde. Au sens de l'article R5181 du Code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale, entre parenthèses, fibres et graines, des variétés de cannabis sativa L répondant aux critères suivants, donc moins de 0,2% de THC. Et ensuite, cette teneur en THC, elle est soulevée par échantillonnage. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ces parenthèses, fibres et graines. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs interprétations. Donc moi, je suis porte-parole et cofondatrice du syndicat du chanvre. On est aujourd'hui une quarantaine d'entreprises, des laboratoires, évidemment des agriculteurs, des marques. Et on a des lobbyistes à temps plein qui travaillent sur ce sujet. On fait beaucoup d'évangélisation auprès des députés et des sénateurs. L'interprétation du syndicat, qui est aussi l'interprétation de Ocaran, c'est que ces parenthèses sont non excluantes. Donc nous, on estime que ce n'est pas parce qu'on précise fibre et graines qu'on n'a pas le droit d'utiliser la fleur. Et ça, il y a plein de juges en France qui sont d'accord avec nous parce qu'il y a jurisprudence. Mais à l'opposé, il y a aussi des juges qui ont estimé qu'elles étaient excluantes et qu'on ne pouvait pas utiliser les fleurs. Donc là, on travaille aujourd'hui à une précision de cet arrêté pour que tous les entrepreneurs puissent travailler dans un cadre sain et dans lequel on pourrait avoir un peu de prévision. Mais en attendant, il faut que vous soyez bien conscient que si vous vous lancez, vous allez être amené à devoir vous défendre là-dessus. Moi, j'ai déjà eu des contrôles des GCRF, j'ai déjà eu des demandes d'explication sur ma communication parce qu'on a l'huile stupéfiante ou des choses qui forcément plaisent pas à tout le monde. Donc il y a ce premier point qui est le point de la réglementation. Il faut que vous sachiez au moins pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire de parenthèse. Le deuxième point que vous savez peut-être, c'est que la loi européenne prévaut sur la loi française. Or, la loi européenne n'interdit pas l'utilisation de la fleur de chanvre. Et d'ailleurs, la Cour européenne de justice a été saisie par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre du procès Canavape pour souligner cette anticonstitutionnalité. Donc tout ça, ça vous paraît peut-être barbare, mais c'est le milieu dans lequel vous avez évolué. Et moi, aujourd'hui, 10% de mon temps, c'est du lobbying. Donc ça, il faut le savoir quand on se lance là-dedans. On ne fait pas juste des produits, on ne fait pas des produits à base de noix de coco ou d'argan. Une fois que vous maîtrisez la réglementation, que vous allez lancer un produit et que les gens l'achètent, il faut financer. Et là, encore une fois, c'est pas facile parce qu'on peut vous refuser d'avoir un compte bancaire, parce qu'on estime que vous avez une activité légale. Nous, on s'est fait fermer Stripe qui est une solution de paiement, par exemple, en online. Kickstarter, pareil, on a été viré de la plateforme parce que ça ne correspondait pas, selon eux, aux critères d'un projet respectable. Donc, il faut que vous soyez aussi très éclairés sur le fait que ça ne va pas être simple de financer. Ce n'est pas impossible, je suis là aujourd'hui devant vous, mais c'est compliqué à financer. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas ce qu'on appelle go public. Vous ne pouvez pas vous coter en bourse. Ici en France, ça nous paraît normal et ce n'est pas très très grave. Mais pourquoi le Canada est en avance sur tout le monde? Pourquoi Canopy vaut des milliards? Pourquoi Aurora vaut des milliards? C'est parce qu'ils peuvent se coter en bourse. Et c'est comme ça qu'ils se financent et c'est pour ça que le Canada a une longueur d'avance sur nous aujourd'hui. À Londres, vous pouvez vous coter en bourse si vous ne faites pas de récréatif, si vous êtes sur le médical notamment. Mais bon, en tout cas, c'est bien d'avoir des financiers dans l'équipe. Ça permet d'aider. Vous ne pouvez pas avoir accès à des fonds publics ou des bourses. BPI, par exemple, qui n'a aucun souci à vendre Alstom aux Américains, va à côté vous refuser des aides parce que vous avez une marque de stupéfiants. Donc il faut dire au revoir aux aides, ce qui n'est pas plus mal parce que ça vous force, comme ça, à aller vendre votre produit et à faire du chiffre d'affaires. C'est quand même prioritaire sur le fait d'avoir des aides de l'État. Vous ne pouvez pas avoir accès au VC, au Venture Capital. Donc c'est aux gens qui financent les startups en règle générale. Pourquoi? Parce qu'en France, il n'y a aucun VC qui accepte de financer une boîte du cannabis. Donc vous pouvez quand même aller au Canada, j'ai fait l'expérience, mais c'est une autre culture, hein, c'est pas évident. Mais par contre, il vous reste un truc fantastique qui est les business angels. Donc ça, c'est des gens fortunés qui vont soit défiscaliser, soit soutenir le projet parce que ça les intéresse. Et donc nous, c'est comme ça qu'on a financé une bonne partie de l'entreprise, c'est avec des business angels. Bien sûr, souvent, on va vous demander de toujours respecter la loi. Et la loi, elle bouge. Voilà, c'est toujours compliqué.
En tout cas, je ne veux pas du tout vous démotiver. Je voulais juste vous donner quelques insights sur la partie marque et sur la partie organisation. Et bien sûr, je suis à votre disposition sur la moindre question, sur comment est-ce qu'on a avancé, que ce soit en termes de communication ou en termes de financement. Et bonne aventure dans le cannabis. C'est la fin de ce Bake Talk. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux intervenants pour leur implication, Laure, Alexis, Béchir et Noman. Et merci à vous d'avoir participé. Si vous souhaitez en apprendre encore plus, je vous invite à nous suivre sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous haut. Peace.